Voilà, il va durer un certain temps. Donc bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour ce cours qui est le dernier en fait du cycle La disparition des Juifs du Moyen-Orient en partenariat avec l'ISGAP, Academ, la LICRA et le réseau de recherche RRA. Donc pour ce dernier cours, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Sylvain Abitbol, donc, qui est marocain, enfin d'origine marocaine et canadien. Et donc, c'est un expert dans plusieurs domaines. Donc, passons le fait qu'il a une solide carrière d'ingénieur et d'entrepreneur dans l'industrie de la télécommunication et qu'il a fait des études reliées à ce domaine. Il est surtout invité ici ce soir parce que non seulement déjà c'est un juif d'origine marocaine, donc il y a toute la dimension du vécu et du témoignage ancré pour lui. Et il est aussi surtout un militant impliqué dans les affaires juives canadiennes et plus particulièrement québécoises, et président de la fédération CJA de Montréal depuis 2004. Coprésident du Congrès juif canadien, il l'a été de 2007 à 2009, si je ne me trompe pas. Il a aussi écrit un roman qui parle de son expérience qui s'appelle Minuit moins 5, qui raconte son parcours. Et il a gagné donc plusieurs prix. La médaille Samuel Bronfman, c'est un prix honorifique en fait de la Fédération CJA. Ce prix, en fait, il récompense l'investissement d'une personne dans la communauté juive canadienne. Et il a aussi remporté le prix Queen Elizabeth II Jubilé Medal, qui est un prix qui remercie une personne pour sa contribution à la communauté également. C'est un expert en fait des dispositifs juridiques qui peuvent être mis en place quant à la spoliation des Juifs du Moyen-Orient, et c'est ce qu'il va nous raconter dans cette passionnante présentation qui nous attend. Je vous donne la parole et puis vous allez présenter et ensuite suivront des questions en fonction de nos participants. Merci beaucoup. Super. Eh ben, merci beaucoup, Erika. J'ai été président, je ne suis pas président de la fédération, ce sont des mandats de 2 ans. Donc, ce sont 2 ans qui se subissent comme si c'était 10 ans. C'est beaucoup de travail. Je vais juste partager mon écran. OK. Vous le voyez? Attendez. OK, we're in business. Ça se voit bien mon écran? C'est parfait, merci. Parfait. Alors, peut-être un background sur ce que je vais vous présenter. Lorsque j'étais, comme vous l'avez dit, Erika, j'étais président du Congrès juif canadien, j'avais une place automatiquement dans Justice for Jews from Arab Countries, qui est une institution, qui est une coalition internationale qui regroupe beaucoup d'agences, si on veut, ou de partenaires à travers le monde, et dont l'objectif est la défense des juifs des pays arabes. Lorsque j'ai fini mon mandat, on m'a demandé d'être dans l'exécutif et je suis devenu plus tard coprésident avec le rabbin Badi. Et à ce moment-là, nous avions une seule mission, c'était d'obtenir le droit de réfugié pour les Juifs des pays arabes. C'est ce que nous avons fait pendant une bonne dizaine d'années, avec des présentations, j'ai parlé aux Nations Unies à Genève, aux droits de l'homme, à New York, des représentations politiques au niveau du gouvernement canadien, du gouvernement américain, du House of Lords d'Angleterre, et pour arriver à un statut de réfugié pour les Juifs des pays arabes. Alors, je vais présenter, c'est un peu le background de tout ça avant de passer à la deuxième phase, qu'est-ce qu'on fait après. Donc, la mission pour J-Jack, c'est de faire en sorte que la justice pour les Juifs des pays arabes trouve sa place dans l'agenda politique et juridique international et que leurs droits sont respectés selon la loi et le principe d'équité. Je crois que ça ne peut pas être plus d'actualité que ça ne l'est aujourd'hui. Alors, un historique sur le High Commission sur les réfugiés. À 2 occasions, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déterminé que les Juifs fuyant les pays arabes étaient des réfugiés. C'est important de le dire. Il y a deux classes de réfugiés. On ne parle que d'une seule classe qui sont les réfugiés arabes. Alors, on ne veut pas leur enlever le droit d'être réfugiés, mais il ne faut pas aussi qu'on nous enlève le nôtre.
Euh, un autre problème urgent qui était, le haut commissaire des Nations Unies, on peut lire sa cote, un autre problème urgent se pose, celui des réfugiés provenant d'Égypte. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces réfugiés relèvent du mandat de mon bureau. Ça, c'est au niveau de l'Égypte. Et peut-être pour la petite histoire, la seule compensation que les Juifs des pays arabes aient pu avoir, c'est un prêt de 10 000 $ à des Juifs égyptiens pour quitter l'Égypte. C'est la seule chose qu'on a eue. Euh, au niveau aussi de la Libye, on a cette reconnaissance que les Juifs de Libye aussi euh, sont considérés comme des Juifs, comme des réfugiés. Représentation politique que nous avons aujourd'hui dans le cadre des Nations Unies, l'UNESCO et le Parlement européen. Représentation politique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait des représentations politiques au niveau des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique, l'Italie, l'Union européenne et la Russie. Peu de gens le savent. Au niveau des audiences gouvernementales formelles, j'ai fait personnellement la représentation aux droits de l'homme à Genève, aux États-Unis. J'ai négocié avec le regretté Tom Lantos, que Dieu ait son âme, qui nous a guidés pour avoir une résolution bipartisane du Congrès américain qui reconnaît que les Juifs des pays arabes sont des réfugiés. J'ai témoigné personnellement au Parlement canadien, à House of Lords en Angleterre et la Chambre des députés en Italie. Alors, cette référence, cette résolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la résolution 185, qui dit que toute référence explicite aux droits des réfugiés palestiniens doit être accompagnée d'une référence similaire aux droits des réfugiés juifs des pays arabes. C'est une résolution qui a été signée, qui est bipartisane et qui est dans les archives de la Chambre des représentants aux Nations Unies. Et là, la conséquence directe, c'est que toute négociation pour la paix au Moyen-Orient doit tenir compte de cet élément-là. Alors, à la Knesset en 2010, il est évident que la Knesset va voter pour ce genre de choses. Dans le cadre quoique, nous avons eu des réticences au niveau de la Knesset pour reconnaître que les Juifs des pays arabes sont des réfugiés. Mais finalement, en 2010, on a eu, dans le cadre de ces négociations, le gouvernement envisagera de compenser les pertes d'actifs des réfugiés juifs des pays arabes, dans le cadre de négociations. Au niveau du Parlement canadien, encore une fois, c'est une reconnaissance officielle du statut de juif des pays arabes. Alors là, vous avez un portrait de la population des juifs des pays arabes. Euh, on est à peu près à 1,048 million et aujourd'hui, nous sommes à 8 556. On voit vraiment que le déclin de la population juive est évident, et il est là. On est tous partis. Au niveau des résolutions, je crois qu'on n'est pas étonné de savoir qu'au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu 338 résolutions pour le Moyen-Orient, 9 pour les réfugiés palestiniens et 0 pour les Juifs au niveau du Conseil de sécurité. Au niveau de l'Assemblée générale, ça c'est vraiment critique. 976 résolutions au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, 208 pour les Palestiniens et 0. Parlons donc d'une injustice. La résolution 242 propose un juste règlement du problème des réfugiés. Parlons donc de la définition d'un réfugié. Qui est un réfugié? Un réfugié est quelqu'un craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et que ne peut, ou du fait de cette crainte, réclamer la protection de ce pays. C'est une convention internationale qui a été établie en 1951, qui ne s'applique pas nécessairement aux Juifs. C'est une définition générale. Et comme on le voit, ça s'applique vraiment à la situation des Juifs des pays arabes. Parlons donc des agences des Nations Unies qui sont au service des réfugiés palestiniens. Vous en avez 10 agences. 10 agences. Ce sont des réfugiés de père en fils. Alors, vous avez une liste ici qui est exhaustive, je ne vais pas la lire, mais elle est là.
cette présentation vous sera disponible, mais on voit vraiment qu'il y a un disconnect entre les deux espèces, si on veut, les deux types de réfugiés. Alors, au niveau de l'UNRWA, au niveau des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, l'équivalent, si on veut, pour les premiers réfugiés juifs, les, les Palestiniens gardent leur droit de réfugiés de père en fils. Tandis que pour les Juifs, non. Une fois que vous êtes mort, vos enfants n'ont pas le droit à ce statut. Pourquoi? Allez savoir. Au niveau de la citoyenneté, même si un Palestinien acquiert une nouvelle nationalité, il garde son statut de réfugié, alors qu'un Juif qui change de nationalité perd son statut de réfugié. Au niveau des résolutions, 172 pour les Palestiniens, 0 pour les Juifs. Au niveau des agences, 10 pour les Palestiniens, 1 pour les Juifs. Et alors parlons donc maintenant du coup de masse. Les Palestiniens ont touché 13,7 milliards de dollars de compensation, alors que les Juifs, c'est une quantité négligeable. Au niveau du staff, vous avez un staff pour 43 réfugiés palestiniens et un staff pour 1579 réfugiés juifs. Alors, vous avez des déclarations aussi de certains chefs d'État. On voit le président Jimmy Carter, qui n'était pas un grand ami des Juifs, mais qui a quand même accepté la réalité. Bill Clinton, la même chose. Bon, Bill Clinton, il faut dire une chose qui est importante. Il y a la fondation Clinton, qui a une valeur de 40 milliards de dollars, qui est disponible aujourd'hui pour la résolution du conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est une source de fonds que nous pensons utiliser dans le cadre d'un règlement entre les Palestiniens et Israël, qui tiendrait compte donc des pertes des Palestiniens et des pertes des Juifs de façon égale. Résolution similaire pour les Canadiens, pour le Premier ministre canadien Paul Martin, que j'ai connu personnellement, avec qui j'ai négocié personnellement, et pour la Première ministre Theresa May en 2017. Alors, je m'excuse. Suite à cet événement-là, nous sommes passés à une deuxième phase. Nous avons eu un don anonyme pour faire un rapport exhaustif pour analyser les biens spoliés des Juifs des pays arabes et en écrire l'histoire. Nous avons fait un appel d'offres, sélectionné une firme et qui, après 4 ans, est arrivée avec une dizaine de livres, un par pays, avec l'histoire de ce pays, l'histoire des Juifs de ce pays, la contribution des Juifs dans ce pays et les pertes spoliées. Il est évident aujourd'hui que le narratif des Palestiniens, c'est que les Juifs ne sont pas indigènes, ils ne sont pas des réfugiés et ils n'ont pas le droit à cette terre. Donc le but de ces publications est de prouver d'abord que les Juifs sont autochtones par l'histoire, qu'ils sont des réfugiés parce qu'ils ont été exclus et renvoyés de certains pays, et naturellement que nous avons des biens qui ont été perdus. Nous avons sorti, le premier rapport qui a été sorti, c'est pour les Juifs de Syrie. Alors, aujourd'hui, sur les 30 000 Juifs de Syrie, on a un estimé de 10 milliards de dollars sur les biens spoliés. Alors, on a calculé les biens ruraux, les biens urbains, les pertes d'emploi. Et dans les pertes d'emploi, une formule, c'est 2 ans de salaire. Tous les biens immobiliers, les propriétés privées, les business, les pertes communautaires. Donc ça, c'est la valeur, le 200 millions de dollars c'est en 1947, estimé sur une base mathématique à 10 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Nous avons fait la même chose avec l'Irak, où on voit que nous avons 34 milliards de dollars. 34 milliards de dollars. C'est énorme, énorme, énorme. Au niveau de l'Égypte, qui était une des communautés les plus florissantes, écoutez, le rapport sur l'Égypte montre un petit peu l'impact des Juifs
En Égypte, ils ont bâti le système bancaire, ils ont bâti l'industrie du cinéma, et avec des exemples frappants et qui montrent, qui indiquent des pertes de presque 60 milliards de dollars. Alors, le rapport d'Iran n'est pas sorti encore officiellement, mais je vais en parler avec vous. Nous avions un problème avec l'Iran, dans le sens que tous les autres rapports donnent des noms de familles, de noms de gens qui opéraient des business. Et dans le cas de l'Iran, étant donné qu'il y a une population d'à peu près 15 000 juifs en Iran, nous avions peur de publier ce rapport qui pourrait se trouver mettre en danger des juifs iraniens. On a consulté les représentants des communautés iraniennes en Amérique qui ont vu notre rapport, qui nous ont demandé de l'anonymiser en enlevant les noms, mais de publier le rapport. Et on parle aujourd'hui de 61 milliards de dollars en Iran. Ce sont des rapports exhaustifs. Chaque rapport, chaque livre, c'est à peu près 100 pages. On a, pour l'instant, c'est ce que nous avons. Euh, Suite à ça, on a engagé une firme pour faire des réseaux sociaux. On va voir juste un petit film. In a meeting with the U.S. Secretary of State Antony Blinken, Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi claimed Jews live peacefully in Egypt. But in 1947, the Egyptian delegate at the UN warned that the creation of the State of Israel would provoke massacres against Jews in Arab nations. Just a year later, bombs killed over 70 Jews in Cairo. Hundreds more were injured or arrested. Then came the laws proposed by the Arab League. Jews were stripped of their citizenship, businesses, and homes, forced to leave with nothing. So they said, you are Zionists, you are enemies of this country, so we confiscate all your assets. And they did. This document, a one-way ticket out. Forced exile, not peaceful coexistence. So, was el-Sisi right when he said Egypt treated its Jews well? History says otherwise. In a meeting with the U.S. Secretary of State. Alors, nous avons produit une série de vignettes à cet effet qui couvrent plusieurs sujets dans le cadre de contrecarrer le narratif palestinien. Nous avons des vignettes sur le statut de dhimmi, des vignettes sur l'authenticité des Juifs étant indigènes, toute une série de vignettes, et nous les avons produits aussi en arabe. Alors, il est intéressant que nous avons un influenceur qui s'appelle Eddie Cohen, qui est basé en Israël, et qui a 1 million de vues sur ses réseaux sociaux. Et lorsqu'on a produit en arabe certaines de ces vignettes, nous avons eu jusqu'à 200 000 vues par les pays arabes. Je ne dirais pas que tout a été positif, mais nous avons eu quand même des réactions intéressantes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous prévoyons à la prochaine Assemblée des Nations Unies en novembre 2025, relâcher un petit peu tout le livre, faire une conférence de presse et vraiment mettre ça sur le tableau si on veut. Nous avons des réactions très intéressantes de beaucoup de musulmans. Et c'est intéressant, nous sommes en train d'analyser un petit peu toutes ces réactions. Euh, Notre prochaine étape, ça va être de traduire ça dans d'autres langues, étant donné que c'est fait quand même avec l'intelligence artificielle. Traduire les vignettes en différentes langues va être relativement facile une fois que la première série est passée. Alors, nous sommes sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, en fait, tous les réseaux sociaux, nos vignettes passent. On commence vraiment à avoir une pénétration assez intéressante et c'est un petit peu ce que on espère qui va contrecarrer le narratif palestinien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi nos participants. Moi, j'ai toujours une question.
Peut-être Allez-y. qu'après, peut-être qu'après ça initie un mouvement, en fait, en général, c'est ça. Il concerne en fait un peu les deux. En fait, vous êtes vous-même au courant que les réfugiés juifs du monde arabo-musulman n'ont pas subi les mêmes pressions pour partir. Je voulais savoir, vous, en fait, là, je vais vous demander un témoignage personnel, pas forcément votre parole d'expert dans vos activités militantes et juridiques. Mais vous, est-ce que vous avez ressenti une pression sur votre famille, sur vos communautés, etc., qui vous ont poussé à partir? Ou est-ce qu'on a spolié vos biens en direct? Est-ce que vous avez été, par exemple, dépossédé de vos biens, etc.? Alors, le Maroc est un cas à part. Et nous avons aussi consciemment décidé de produire un livre sur l'histoire du Maroc, la contribution des Juifs des pays arabes, des Juifs au Maroc, mais complètement enlever l'aspect des biens spoliés parce que nous n'avons pas été spoliés. Nous sommes partis, personne ne nous a empêchés de partir. Ceux qui n'avaient pas de passeport, et j'en parlerai juste après, ne pouvaient pas partir. Mais les Juifs du Maroc étaient traités comme les musulmans au niveau de la sortie d'argent. Les biens n'ont pas été spoliés, mais ceux qui sont partis, bon, ont perdu leurs biens. Il y avait un climat très tendu en 67, très très tendu, avec des manifestations dans les rues. C'était vraiment des moments difficiles. Moi-même, j'étais impliqué dans les mouvements sionistes. Avec l'agence juive avait envoyé des représentants au Maroc pour aider les Juifs à quitter le Maroc en, pro- en, pro- en leur permettant d'être ramassés par camion, emmenés jusqu'au nord du Maroc, avoir des faux laissez-passer pour les laisser partir. Euh, c'est un petit peu, je crois, le maximum de ce que nous avons reçu au Maroc. Aujourd'hui, vous avez une communauté juive au Maroc qui est assez florissante, 2500 juifs, et il y a des liens très, très étroits entre le Maroc et Israël. Euh, il y a des cultures d'avocats qui sont des collaborations entre Israël et le Maroc. Vous avez une usine de drones au Maroc qui est une collaboration avec Israël. Bien sûr qu'il y a des manifestations, mais j'ai été plusieurs fois au Maroc et j'ai même croisé des musulmans marocains qui avaient organisé un voyage en Israël et qui m'ont témoigné de l'accueil extraordinaire qu'ils ont reçu en Israël. Donc le Maroc est un pays à part. Par contre, des témoignages de mes collègues de Libye, Regina Waldman, qui est touchant. Elle était avec moi à Genève, elle a témoigné ils ont failli perdre la vie en se sauvant. D'Égypte, vous avez entendu Ilana Zamir, euh, qui a parlé des biens vraiment, la nationalité a été, déchéance de la nationalité, forcé de partir, juifs mis dans des camps de concentration. La Syrie, la même chose. L'Irak, la même chose. Des biens saisis. Donc, je suis exposé à ce genre de témoignages depuis longtemps et c'est une histoire troublante. Mais je crois que le plus dur n'est pas tant ce qui nous est arrivé, parce que vous savez, nous les Juifs, on se retrousse les manches et on se remet à travailler. On n'a pas fait sauter des bus, on n'a pas fait sauter des avions, on n'a pas fait des manifestations. Quand, quand je suis arrivé à Canada, je me suis retroussé les manches, je me suis mis à travailler. Mais ce qui est injuste aujourd'hui, c'est le fait que cette histoire ne soit pas reconnue, que cette histoire ne soit pas connue et que les organisations, les NGOs, toutes celles qui sont anti-Israël, ne connaissent pas ce côté de l'histoire. Et je vois que notre but, c'est justement de nous assurer que ce soit représenté. Est-ce que nous parlons à des sourds? Peut-être. Est-ce que ça, nous allons changer l'histoire? Je ne sais pas. Mais si on n'essaye pas, rien n'arrivera, ça on le sait. Voilà. J'ai une autre question, à moins que quelqu'un veuille intervenir. Mais bon, comme je vous dis, ça va peut-être initier d'autres questions. Vous avez calculé le nombre d'agences concernant la question des réfugiés palestiniens. C'est quoi, vous, votre explication, qu'elle soit politique ou pragmatique, économique? C'est moi, je vais vous dire. Il y a un grand économiste, qui aimez la lecture, vous devriez le lire. Il s'appelle Thomas Sowell, Sowell. Un économiste exceptionnel, un historien exceptionnel, et qui avait une entrevue avec un juif et qui lui a demandé
comment peut-on expliquer l'antisémitisme? Que pouvons-nous faire? Et Thomas Sowell lui a répondu, Stop being successful. Mais alors, c'est comme ça que vous expliquez pourquoi il y a un nombre d'agences important pour les Palestiniens. C'est un succès, donc c'est un miroir en fait. Oui, oui. Regardez, je vais vous dire un exemple personnel. Euh, Nous avions un Premier ministre au Canada qui s'appelait Stephen Harper, que Dieu protège cet homme, c'était un des premiers ministres le plus supporter d'Israël. Et son ministre de l'immigration, qui est un grand ami à moi, Jason Kenney, un jour m'appelle, pendant qu'il était président. Il me dit, Sylvain, j'aimerais venir te voir. Je voudrais te rencontrer toi avec un ou deux représentants de la communauté séfarade. J'écoute, tu sais, toi, tu dois être dans la fédération. Il me dit, non, non, ça n'a rien à voir. Ce rendez-vous n'est pas de mon agenda. Ce rendez-vous n'est pas officiel. Je dois vous poser des questions. Parfait. On se voit un dimanche après-midi. Et là, il dit, moi, j'ai deux populations qui sont arrivées au Canada. Elles se ressemblent physiquement, parlent la même langue. Il y a une communauté qui arrive, qui s'implante, qui travaille, qui produit, et une autre communauté qui ne fait rien du tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et là, écoutez, on a essayé d'expliquer la différence d'approche dans le travail, dans les valeurs, etc. Et comment les étions organisés comme société, l'appel juif, etc. Et là, il me dit, j'ai des millions de dollars à vous donner si vous pouvez leur montrer comment s'adapter à un pays. Et on a dit, peine perdue, peine perdue. Et c'est une réalité. Vous avez aujourd'hui cette réaction. Écoutez, c'est la question, la question à 1 million de dollars. Comment expliquer cet état de fait? On ne permet pas aux Juifs. On est peut-être je suis pas psychologue, mais il y a un phénomène. C'est un antisémitisme qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Il a toujours été là. On représente peut-être l'idéal humain. Et lorsqu'on n'arrive pas, on n'atteint pas cet idéal, ben, on ne peut que détruire l'idéal humain pour se revaloriser soi-même. Et c'est la seule façon qu'on peut expliquer que lorsque des musulmans sont tués par des musulmans, personne ne parle. Et quand ils sont tués par un juif, ça fait un scandale dans le monde entier. Je crois que c'était Chouraki qui avait dit qu'un musulman ne s'humanise que lorsqu'il est tué par un juif. Lorsqu'il est tué par un arabe, Je il sais n'est pas pas si humain. c'est lui qui a dit ça, mais Darwish a dit quelque chose d'un peu similaire, le fameux Peut-être poète lui. C'est ça. palestinien, là où il dit qu'en fait, la question palestinienne n'aurait jamais, enfin je mets question palestinienne entre guillemets, n'aurait jamais été aussi médiatisée si en face, il n'y avait pas des juifs. En fait, il disait, nous devons notre notoriété à la question juive. Je reformule. Alors, écoutez, comment expliquer cela, je ne sais pas. Mais le fait est certain, un fait est certain. On est tous partis en 47 du même point. On a tout perdu. Les Palestiniens, écoutez, je n'enlève pas du tout aux Palestiniens le droit d'avoir perdu, d'avoir eu des biens, ils n'ont pas été spoliés, ils ont quitté leur demeure, quelles que soient les raisons, il y a des dommages, très bien, ils sont des réfugiés, parfait. Ils ont été mis dans les camps, alors que nous, non. On s'est mis à travailler. Les rescapés de la Shoah, ils n'ont pas fait sauter quoi que ce soit. Avec tout le traumatisme psychologique par lequel ils ont pu passer, ils se sont mis à travailler. Ils ont bâti des compagnies, ils ont bâti des business, ils ont financé des universités. Il y a un grand hôpital à Montréal qui s'appelle l'hôpital général juif. Il a été créé parce que les médecins juifs n'avaient pas le droit d'exercer dans les hôpitaux de la province de Québec. Alors, on aurait pu s'énerver, on dit non, on bâtit notre propre hôpital. Aujourd'hui, c'est un fleuron dans le centre de santé au Québec. Donc, c'est un petit peu ce que nous faisons. Le maire de Toronto, il y a quelques années, a fait une présentation en disant il n'y a pas une rue dans Toronto où on passe où on ne voit pas l'impact de la communauté juive. Mhm. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est un petit peu ce qui m'a valu la médaille de récipiendaire de la médaille de la reine Elisabeth II, du jubilé de la reine d'Angleterre. C'est un petit peu cela. C'est une éducation que nous avons.
Et c'est ce qui a fait que ce pays d'Israël est devenu un miracle. C'est un laboratoire humain exceptionnel. Exceptionnel. Ok, j'ai une dernière question. Vous avez parlé, donc, en fait, non, il y en a deux petites questions. C'est qui cet influenceur juif, Eddie Cohen? Eddie Cohen, en Israël, oui. D'accord. Et donc, la Fondation Clinton, vous parliez de. Donc, c'était un dispositif. Oui, alors j'aimerais élaborer là-dessus. D'abord, bonjour David, il est là. Et là, je voulais parler aussi des liens qu'on va avoir avec David. Euh, la Fondation Clinton, et nous avons une avenue. J'ai eu des discussions avec le gouvernement d'Israël. En fait, comme vous le savez, le 30 novembre est la journée dédiée à l'exode des Juifs des pays arabes. C'est moi-même, Stan Herman et Eli Abadi, le rabbin Abadi, qui avons négocié à la Knesset cette date-là. Et donc, la loi était basée sur un document qui était signé par nous trois. Euh, et le, le, le- le- tout, tout ce qui est au niveau de... Ah, j'ai perdu mon fil de pensée, je m'excuse. Répétez la question. C'était quoi la question? La La Fondation Fondation Clinton, Clinton. en fait, vous allez Alors, vous servir de ces alors dispositifs de justement, financement. lorsque j'ai finalisé la signature, la ministre Guilla m'a demandé, Sylvain, what do you think we could do now? Alors j'ai dit, écoutez, moi j'imagine un plan Marshall utilisant la Fondation Clinton et une résolution de conflit. Harvard, plus maintenant. Bon, Harvard est une université qui se spécialisait dans la résolution de conflits. Prendre un centre universitaire où on mettrait des Juifs et des Palestiniens pour essayer de résoudre ce conflit et partager cette enveloppe de 40 milliards de dollars pour faire un plan Marshall pour les Palestiniens. C'est peut-être un petit peu ce que Trump veut faire, mais l'idée est là. Mhm. Et cette fondation existe toujours. Bon, je voudrais profiter que David soit là pour dire que avec David Dahan, nous avons créé une autre antenne qui est Jack France. Et vraiment, David fait un travail exceptionnel au niveau de la représentation politique, de la revendication politique de ce qu'on pourrait faire, des actions politiques, des actions légales et qui avancent bien. Voilà. J'ai pas compris le nom. Jack? France, de D'accord. Jack, de Jack France. D'accord, ok. On Et a aussi Jack en Suisse. ouais. Nous avons une alliance avec Khalif en Angleterre, avec Jimena en Californie. Donc, c'est un petit peu nos différentes sociétés, c'est une grande organisation sœur. Ok, bon, en fait, moi, j'aurais 1000 questions comme d'habitude. Donc, si d'autres personnes ont des questions, sinon, comme vous êtes passionnant, je pourrais parler 3 heures avec vous. Alors, juste, merci Sylvain pour ton introduction. Vous m'entendez? Très Oui, bien. oui, Oui, merci Sylvain pour ton introduction. Je viens de donner une interview sur I24 à l'instant. nice. Voilà, qui passe en boucle donc sur cette chaîne d'information continue. Donc voilà, alors ça a duré 5 minutes avant qu'ils me coupent parce qu'ils avaient beaucoup d'actualités à traiter. Tu sais comment ça se passe sur les chaînes Eh d'information oui, continue. Bon, eh en oui. tout cas, l'essentiel c'est d'avoir fait parler de nous. Moi, je voulais parler d'une action qu'on mène en ce moment. Donc, alors, on a beaucoup de choses à mener, mais l'action qu'on mène en ce moment, c'est auprès des députés de l'Assemblée nationale en France. Eh C'est-à-dire oui, que donc, on a écrit à peu près 100 magnifique. députés. Je l'ai vu ce texte, il est exceptionnel. Merci, J'ai Sylvain. répondu. Je pourrais Bien fait. partager le courrier si vous voulez. Ah, Je tu pourrais sais vous le quoi, partager avec David, vous plaisir. devrez l'envoyer parce que c'est vraiment, ça prend un avocat pour bien le faire. Et c'est vraiment pointu, c'est condensé, tout passe. Alors je m'excuse, je te redonne la parole. Merci, c'est gentil. Et donc, du coup, nous, on mène une action auprès des députés où on demande à ce que l'Assemblée nationale adopte un vote de principe qui reconnaisse ce qu'on a appelé la Hakira. La Hakira en Oui, hébreu, ça veut dire le déracinement. On n'a pas voulu nommer ça la Nakba parce que la Nakba, c'est la catastrophe militaire. C'est le nom qu'a donné un journaliste syrien en effectivement, 1948, au lendemain, c'était un titre d'un journal Nakba, c'était une tout à défaite fait. militaire. Voilà, c'est un journaliste syrien qui a donné ce nom. Sauf que pour donc là, vous aviez 6 armées d'États arabes qui attaquaient le petit Yishuv, devenu Israël. Sauf que pour nous, les juifs séfarades et Mizraïm, on n'a pas eu 6 États juifs qui ont attaqué la Tunisie, l'Algérie, l'Irak, la Libye, etc., etc.
Donc nous, nous, on était des civils, on a vraiment vécu donc une épuration ethnique. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est de faire reconnaître par l'Assemblée nationale la Akira. Premier point, donc un vote de principe. Et deuxième point, c'est de l'enseigner dans les manuels scolaires. Parce que si on veut lutter contre l'antisémitisme, c'est important de dire que il y a eu des juifs dans les pays arabes et en Iran qui étaient là avant les Arabes et avant l'islam et qui ont été rejetés par ces mêmes Arabes et musulmans. Ça, c'est extrêmement important de le dire parce que dans l'imaginaire collectif des étudiants, ou entre ce qu'on appelle de manière péjorative les gauchistes, c'est de dire qu'il y a les Arabes colonisés d'un côté victimes et les méchants colonisateurs de l'autre, dont font partie les Juifs. Juifs massacrés à la Ils Shoah, étaient peu en importe. harmonie dans le monde arabe. Voilà, c'est ça. C'était la Mais, nostalgie heureuse. David, pour reprendre un peu ce que tu dis, ce qui est important, lorsqu'on avait négocié avec à la Knesset, on a été aidé par le député, par le sénateur Jerry Nadler de New York, député démocrate, et qui nous avait invité, qui nous avait aidés. Et donc, il a pris la parole en disant, lorsqu'il s'était présenté à Ben Gurion, à l'arrivée, il est venu comme simple citoyen, non pas comme sénateur américain. Et la jeune fille à la guérite lui a demandé qu'est-ce que vous venez faire en Israël. Il a dit, je viens pour une conférence sur les juifs, les réfugiés juifs. Et il lui a dit, ah, je ne savais pas qu'il y avait des réfugiés juifs. Oui, ils savent Et pas. nous ne connaissons même pas notre propre histoire. Oui, bien sûr. Et Alors, là, donc, je vous fais voilà, une confidence, la dame qui préparait l'interview, alors pas celle qui m'a interviewé, mais à I24, ne connaissait même pas l'histoire. À ouais. I24. À I24, c'est quand même... Alors, on a quand même tous ces livres qui sont sortis sont des sources incroyables d'histoire. Tu les as vus, tu as vu déjà ce qu'on a produit sur les quatre pays déjà, David. Bien sûr. Euh, Ils sont sur le site web, ils pourront être téléchargés. C'est vraiment une source historique exceptionnelle. Oui. Je te dis, David, Ouais, continue. non, vous avez fait un super boulot. D'ailleurs, je me suis appuyé sur votre travail aussi, notamment pour les sources juridiques, parce que ça sert à rien de parler et donner des informations si on ne donne pas la source. Donc, en fait, il fallait impérativement donner les sources. Et en fait, on voit, alors je ne vais pas refaire tout l'historique du nationalisme arabe avec toutes leurs déclarations antisémites et pro-nazis, c'est pas l'objet, mais si on va se baser d'un point de vue juridique. Et d'un point de vue juridique, quand on se base sur la déclaration de principe de la Ligue arabe de 47, c'est une invitation à l'épuration ethnique des Juifs et à notre spoliation. C'est clair, net et sans aucune ambiguïté possible. Ils appellent explicitement à confisquer les biens des Juifs et ils demandent aux Juifs de prouver que nous n'avions pas de lien avec les sionistes à l'époque. Oui, Allez prouver ça. Hein. Donc c'est une preuve négative, c'est impossible à rapporter. Donc en fait, ils pouvaient vous inculper comme ils voulaient. Vous avez Ral Pacha, pareil, vous le citiez dans votre oui, travail aussi, et Ral Pacha qui est l'équivalent, qui était un homme politique de premier plan égyptien, qui a la tribune de l'ONU. Donc c'est comme si Macron allait dire à l'ONU que le oui, conflit, que si les Occidentaux acceptaient, proposaient un partage de la Palestine en 48, et ben que cela aurait de graves répercussions sur les 1 million de juifs et qu'on pourrait être massacrés. Ce sont ces mots. Donc, vous imaginez aujourd'hui, vous avez un différend entre la France et la Russie. Je compare pas là Israël et la Russie, c'est pas ce que je dis. oui, Mais juste, vous imaginez un conflit entre la France et la Russie et Macron qui va dire à l'Assemblée de l'ONU, attention, si vous protégez la Russie ou si vous ne voulez pas la condamner, nous allons massacrer les Juifs et les Russes et les oui. orthodoxes en France. Enfin, c'est Mais délirant. c'est sec, c'est malade, c'est malade. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Et bon, donc, nous, on- Bon, notre après, c'était objectif, pas c'est la même de... époque. Peut-être que depuis, les droits euh, ont un peu évolué, et entre guillemets. Erika, plus ça change, plus c'est pareil, hein. Non, mais Ok, parfait. je regardais le foot, j'aime bien le foot, j'ai le cœur brisé parce que c'est le Qatar qui a pris le PSG, le Paris Saint-Germain, Mais, mais il y a un joueur russe dans l'équipe du PSG qui est gardien de but. Je vous assure, il a été acclamé par tout le public au Parc des Princes samedi soir. Tout le public, personne n'a sifflé ou quoi que ce soit. J'imagine une seconde si ça avait été un Israélien ou un Juif. et voilà, Il et aurait été voilà. hué, Il complètement aurait hué. pas, il serait pas rentré dans l'équipe sur ce terrain-là à En cette plus, importance-là, en fait. en Et plus, moi, voilà. Vous moi, voyez, moi, ça, en fait, Sylvain a raison, ça n'a pas changé. je vois le Canada qui était un pays extraordinaire. On est venu ici pour avoir la paix. Et là, on se retrouve dans des problèmes incroyables. C'est Mhm. pas le Canada que j'ai connu.
nous avons des gouvernements qui sont anti-Israël. Un contexte qui est très difficile. Peut-être une anecdote, lorsque j'étais président de la fédération, on était en contact direct avec les services de sécurité. Et un jour, on a demandé au service de renseignement canadien de nous donner une idée de l'envergure du danger pour la communauté juive. Et il nous a dit la chose suivante. Sur une échelle de 1 à 5, vous êtes à 4. Et 5, c'est quand le camion d'explosifs se dirige vers votre bâtiment. Ça, c'est l'évaluation des services de renseignement canadiens. Nous avons des écoles qui ont été, comment dirais-je, mises à feu, des, des cimetières vandalisés, des attaques. J'étais il y a un mois dans une école juive, on voit des traces de balles dans le mur. C'est quoi? Et Mhm. aujourd'hui, à la fédération, nous avons monté tout un système avec des Israéliens. On se croirait vraiment à la NASA, hein, avec les caméras de sécurité qui protègent toute la communauté juive à Montréal. Il est évident que nous avons une communauté qui est très bien organisée, très bien soutenue financièrement, qui nous permet d'avoir ce genre d'action. Mais si on m'avait dit ça il y a 20 ans, qu'aujourd'hui au Canada, on serait obligé de protéger nos synagogues, etc., on n'aurait pas cru. Mhm. C'est terrible. C'est Et ça. ouais, ouais. Bon. En fait, c'est la poursuite de ce qui se passait dans les pays arabes et l'Iran. Ma mère en Tunisie, c'était ça. En fait, le climat devenait étouffant. Il n'y a pas eu Mhm. de loi d'expulsion des Juifs de Tunisie, Mais mais c'est en fait, vrai. le climat était étouffant. Vous ne pouvez pas sortir sans dans une bagarre, sans pour les femmes, vous ne pouvez pas Ah, sortir sans se faire ouais, embêter. David, Voilà. moi j'ai passé ma jeunesse, vous me voyez un petit peu, je suis gentil, mais j'ai passé ma jeunesse à me bagarrer à coups de poing, sans arrêt. Mais C'est apparemment, au Maroc, ça dépendait de la région. On a eu un Oui, témoignage dans ce cycle de cours de Madame Aflalo qui était tout à fait passionnant. Et elle relatait le fait que à Fès, c'était beaucoup plus difficile d'être juif oui, dû à oui, oui. différents facteurs, en fait, que à Casa ou à Essaouira, où enfin, bien sûr qu'il y a eu des tensions à partir de la création de l'État juif encore plus, mais c'était pas exactement la même chose. Et moi, ma famille est marocaine, et ils me disent, en fait, il y avait plus un implicite à Casa et Saouira, antisémite, qui était moins, voilà, assumé. Alors que dans les montagnes, Fès, Meknès, Euh, etc., c'était complètement assumé et ancré dans la vie publique de manière... oui. On a eu des pogroms, de gros pogroms au Maroc, hein. à Fès, à 1912. Fès, voilà. Oui, 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 oui. À Oui, oui. Oujda aussi, et à Ouais. Djerra, je ne me trompe pas sur le nom de la ville, c'est mais Oujda et Djerra aussi en 1948. Ouais. Such is life. Such is life. Voilà. Donc, Bon, parfait. Bon, si Madame Philipson ou d'autres personnes, peut-être Ariana Cuevas, peut-être vous avez des questions, je sais pas. Sinon, on va s'arrêter. Monsieur Abitbol, vous avez une autre réunion. Dans 13 minutes. Bon, prenez un petit temps de respiration. Chag Sameach. Merci à tous. La Merci caméra. Noah. Merci Je vais Faisal. juste terminer par une réflexion. Ah, J'arrive d'un voyage en Afrique de l'Ouest. J'étais au Ghana, puis j'étais en Sierra Leone pour un projet d'agriculture. Et j'ai vu la misère humaine qu'on ne peut pas l'imaginer. Et j'ai pris des photos de ces gamins pieds nus, nus, et que j'ai envoyé à mon équipe, mes collègues de J-Jack. Et Isaac Vache me répond, sont des gens qui ne se font pas exploser. Ils sont là, ils sont pauvres, ils vivent leur vie. Mais c'est une misère. Et c'est des crapules qui nous font chier, qui nous emmerdent depuis des années. C'est la véritable misère humaine. Ouais. Bon, tout passe. Hein, espérons ça. Tout passe. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Monsieur merci à Daron. tous. Bye Merci. merci bye. beaucoup. À la prochaine. Bah, salut David. À Ciao, ciao. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye, bye, guys.